jeudi 25 août. Yorana, bienvenue dans votre journal d'information. À la une de l'actualité ce soir, les nouveaux tarifs du fret maritime entre les îles seront appliqués au mois d'octobre. Le prix exact reste encore en suspense. Le gouvernement doit se décider. La CPS est sur la bonne voie. Ses comptes pourraient être à l'équilibre à la fin de cette année. La contribution pour la solidarité a joué son rôle. Les salariés et les patrons vont être un peu soulagés de leurs cotisations. Le rôle clé des établissements de santé de proximité, on en parle aussi ce soir. À Taravol, l'hôpital se relève de la crise sanitaire. Son offre de soins séduit même les membres de la Fédération hospitalière de France. Elle termine une visite de 4 jours au Fénois. Son président nous fera un bilan. Frédéric Valtou est l'invité de cette édition. La solution pour mettre un terme au vol de vanille à répétition est peut-être trouvée à Taha. Vaniculteurs, gendarmes et représentants de la Chambre de l'agriculture se sont réunis pour mettre fin à ce fléau qui dure depuis 14 ans pour certains producteurs. Il est l'un des rares Polynésiens à vivre de sa passion, la danse classique. Michael Champs, diplômé de l'école de danse de l'Opéra de Paris, est au Fénois et partage ses connaissances avec les élèves de son ancienne école. Armateurs et gouvernements se sont accordés et la hausse sera peut-être moins importante que prévu. 3,5% d'augmentation au moins, 6% au plus. Le dernier mot reviendra au Conseil des ministres qui devra trancher avant le mois d'octobre. Les produits de première nécessité, de grande consommation, les matériaux de construction et les produits agricoles restent exemptés de cette augmentation. Les détails avec Nicolas Suire et Jérôme Lee. 8% d'augmentation du fret maritime inter-îles, c'est ce que demandaient les armateurs ce matin en entrant en négociation. 10 ans que les prix n'ont pas évolué. Ajoutez à cela une hausse du coût de la vie, une réévaluation des tarifs doit avoir lieu. Ils ont présenté ce matin au vice-président leur compte financier très impacté par notamment l'explosion du prix du carburant. C'est désormais leur plus grosse dépense. Au sortir de la réunion, ils obtiennent l'augmentation du prix du fret qui doit être déterminée par le gouvernement. Le prix va varier entre une augmentation de 3,5% à 6%. Bien sûr, derrière tout ça, il y aura aussi un mix, une prise en charge que le gouvernement prendra sur le prix du gasoil. En tout cas, le vice-président s'engage à proposer au Conseil des ministres une baisse du prix du carburant en leur faveur. Si on joue sur le paramètre carburant, avec un effort évidemment que doit réaliser le pays et selon la fluctuation du prix du pétrole, on voit bien aujourd'hui que le pétrole commence à fléchir. De combien sur la fin de l'année et quelle pourrait être effectivement la prise en charge au niveau du fonds de régulation. Sur cette base-là, nous aurons un taux appliqué sur le fret qui sera évidemment inférieur. 2 mesures cruciales pour les 20 armateurs de Polynésie qui seront déterminées rapidement pour être appliquées au 1er octobre. Un délai qui leur convient car beaucoup d'entre eux disent être en déficit depuis 2 mois, depuis l'augmentation du prix du carburant. Les gestionnaires de la Caisse de prévoyance sociale ont le sourire. C'est assez rare pour être souligné. Le budget de la PSG pourrait revenir à l'équilibre à la fin de l'année. Les comptes de la Caisse, qui accusaient un déficit de 10 milliards de francs pacifiques fin 2021, se redressent. Les explications de Cybèle Plichard et Mirko Vanfo. Les comptes sociaux à l'équilibre. Il faudra confirmer cette tendance. Mais les 6 premiers mois de l'année 2022 sont encourageants. Les cotisations générées par les bons chiffres de l'emploi, mais aussi la contribution pour la solidarité, pourraient bien combler le découvert. La fameuse taxe sociale mise en place en avril devrait générer 6 milliards de francs en 2022, ce qui donnera 8 milliards en année pleine. De quoi être tenté de la pérenniser. C'est une décision du pays et du gouvernement, mais l'avantage de cette fiscalité, c'est que ça permet de stabiliser, ou en tout cas de diversifier les sources de financement. Et ça permet également de ne pas pénaliser plus le coût du travail et donc de favoriser la création d'emplois. Car sans décisions plurielles et courageuses, c'est le retour dans le rouge assuré. La Caisse de prévoyance sociale doit faire face au vieillissement de la population. En 2030, une personne sur 5 aura plus de 60 ans. Malgré l'amélioration des soins, cette tranche d'âge se retrouve souvent en longue maladie. Or, ce poste pèse lourd, 70% des dépenses en 2020.
Il y a un certain nombre de longues maladies, mais dans celles qui sont peut-être les plus importantes en Polynésie, ce sont celles liées au diabète, aux maladies cardiovasculaires. Et les facteurs sont souvent comportementaux. Donc on peut agir dessus, il faut amplifier les actions de prévention, anticiper et accompagner les Polynésiens à la fois sur l'alimentation, sur la pratique d'activités physiques ou sportives. Et il faut le faire le plus tôt possible. La réforme de la PSG est donc dans les rails. Un comité stratégique doit réfléchir à l'avenir des 5 branches. Adieu RNS, RSPF et RGS. Bonjour maladie, retraite, famille, handicap et accident du travail. Le 16 septembre, le conseil d'administration doit également valider une baisse de 1% des cotisations maladie pour compenser un peu la contribution pour la solidarité. Les dépenses de santé qui pèsent lourd chaque année pour la collectivité. 56 milliards de francs pacifiques en 2020, toutes catégories de soins confondues. Le prix à payer pour des soins optimaux, à l'instar du CHT de Taoné, les hôpitaux de proximité jouent un rôle clé. Exemple à Taravao, où l'établissement est voué à être le 2e plus grand hôpital de Polynésie. James O et Patita Savia. Accueil pluvieux mais accueil chaleureux pour la délégation de la Fédération hospitalière de France. Reçue par Marie-Pierre Tif Afana, la directrice, la visite débute par une présentation générale de l'établissement créé en 1951. Malgré plusieurs périodes difficiles, l'hôpital périphérique de Taravao se porte bien. L'état de santé de l'hôpital de Taravao, suite à nos dernières années de Covid, se porte bien et je félicite le personnel qui a su rebondir sur toutes ces dernières années. Et si tu veux, on est en train de s'ouvrir à d'autres activités et avec un dynamisme fort important et surtout au niveau de la qualité de la prise en charge, c'est un de nos motifs. Parmi les membres de la délégation, le directeur du centre hospitalier du Nord de la Nouvelle-Calédonie, agréablement surpris par la qualité des soins dispensés en zone rurale. C'est un hôpital de proximité, donc il correspond un petit peu à la taille de mes hôpitaux. Donc je dirige 3 hôpitaux dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, dont 2, Poindimi et Kumak, qui correspondent vraiment à celui-ci, là, l'hôpital de Taravao. Donc ça me parle beaucoup parce que les enjeux, la prise en charge, nous sommes des hôpitaux intermédiaires. Pour la déléguée générale de la Fédération hospitalière de France, s'il est essentiel de préserver l'offre de soins de proximité, il faudrait, selon elle, unifier les gouvernances afin de mutualiser les compétences. Une action inscrite dans le schéma d'organisation sanitaire du FENUA. Vous êtes dans le vrai à mettre en place une organisation de proximité pour répondre aux besoins de santé. Parce que ce qu'on a pu constater avec la pandémie, c'est qu'en matière de santé, la proximité est essentielle. Ça, c'est le premier point positif. Le deuxième, c'est que vous avez un tissu et un réseau qui permet à l'ensemble des professionnels, qu'ils soient à l'hôpital ou en ville, d'exercer pour le bien des populations. Dans l'après-midi, la délégation s'est rendue à l'unité de soins du centre de détention de Tatoutou, dans la commune de Papeari. Et on en parle avec le président de la Fédération des hôpitaux de France, Frédéric Valtou-Yarana. Merci d'être sur la première ce soir. Alors, la France et la Polynésie ont une problématique commune, selon vous et les professionnels de santé locaux. Elle manque cruellement de médecins et d'infirmiers. C'est inquiétant pour l'avenir ? C'est inquiétant partout en France. Et dans ce territoire, en Polynésie comme ailleurs, il faut être très vigilant à cette question. C'est vrai qu'on sait que pendant quelques années, on va gérer la pénurie de soignants, médecins, infirmiers, infirmières, parce que pendant les années précédentes, on n'en a pas assez formé. On avait trop serré le nombre d'élèves, trop diminué le nombre d'élèves et de jeunes que l'on formait au métier du soin. Donc aujourd'hui, ça a changé. Depuis quelques années, on a réouvert les vannes. On forme plus de jeunes, mais néanmoins, on sait que pendant quelques années, ça va être compliqué. Et la chance que moi je trouve ici en Polynésie, c'est qu'au contraire, vous avez quand même encore un maillage de médecins qui est réel et permet de stabiliser une offre de santé qui s'appuie sur l'hôpital, sur les hôpitaux de proximité, mais aussi sur le travail qui est fait entre ces établissements et la médecine de ville. Et tout ça a l'air de fonctionner bien dans des difficultés. Pour l'instant, effectivement, il faut arriver à garder et à pérenniser l'offre de soignants.
Alors, en parallèle, au début de ce mois, 19 aides-soignants fraîchement diplômés regrettaient amèrement qu'aucun poste ne soit disponible pour eux. Évidemment, ils n'ont pas les mêmes compétences que les médecins et les infirmiers, mais c'est tout de même un mauvais exemple pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans la profession. Un des grands enjeux des prochaines années. Et j'espère que au niveau national comme au niveau territorial, les choses vont bouger. Un des grands enjeux, c'est peut-être de mieux réorganiser le rôle de chacun. Entre le médecin, l'infirmier, l'infirmière, les aides-soignants, aides-soignantes, que ce qu'on appelle le transfert des tâches. Il y a des choses que les médecins n'ont pas besoin de faire, que les infirmiers savent faire et peuvent faire. Et à l'inverse, il y a des choses aussi que les aides-soignantes peuvent monter en compétences, peuvent faire. Donc il y a une réorganisation des choses à opérer, de manière à valoriser les métiers et à permettre de libérer aussi pour les médecins du temps médical. On sait qu'on va avoir moins de médecins dans les années qui viennent, et donc il faut permettre aux médecins de se concentrer sur le temps médical, et donc aux autres qui ont des compétences, les infirmiers, infirmières, les aides-soignantes, eh bien, de pouvoir monter en compétences. Alors, une meilleure réorganisation, mais aussi plus de moyens financiers et humains. Des revendications qui ont d'ailleurs été portées lors d'une grève nationale au mois de juin. Selon vous, jusqu'à quand les autorités continueront à s'enfermer, si je puis dire, dans ce silence ? Je ne veux pas rentrer dans des débats qui sont des débats politiques et ici polynésiens. La Fédération hospitalière de France, c'est une fédération qui regroupe tous les hôpitaux de France, depuis les plus grands jusqu'à tous les hôpitaux de proximité, de métropole et ultramarins. Et ce qui était intéressant dans cette réunion qui nous a, pendant 3 jours, fait travailler avec les hôpitaux du Pacifique Sud, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Polynésie, eh bien, c'est qu'on a senti qu'entre tous ces hospitaliers, il y avait l'envie de coopérer. Et donc de faire émerger des propositions et faire émerger des projets pour mieux prendre en charge chacune des populations de ces territoires. Voilà, c'est ça qui est important. Après, évidemment, c'est à chaque territoire, en fonction de ses compétences, en fonction de son organisation, de trouver la bonne organisation des choses. Il y a un sujet, par exemple, comment conforter le CHPF. Vous avez ici un hôpital qui est formidable, qui a des projets d'investissement. Moi, j'ai rencontré des soignants qui sont heureux d'y travailler. C'est quand même des gens qui ont fait face à un tsunami qui était la crise Covid de manière magistrale. Ils ont fait honneur aux fonctions d'hospitaliers. Et évidemment, derrière, il y a l'envie de continuer à présenter un visage positif de ce que savent faire les hospitaliers. Les hospitaliers, ils savent s'organiser, ils savent faire face aux nécessités, aux besoins. Donc, les projets, c'est des projets d'investissement, c'est des projets de coopération, par exemple, pour être très concret, sur la neurochirurgie, qui ont été discutés hier et avant-hier entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Donc, vous voyez, ça, pour permettre effectivement de compléter, d'élargir l'offre de soins et au bénéfice des populations, je le disais. Donc, c'est des choses très concrètes, mais l'objectif, c'est que ces hôpitaux qui sont loin de la métropole, ils doivent aussi pouvoir compter sur leurs propres forces. On a vu, à l'occasion du Covid, il faut que les hôpitaux français travaillent plus ensemble, parce que les coopérations que les uns et les autres peuvent avoir avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, en cas de crise, ces pays peuvent être amenés à fermer leurs frontières, et tout d'un coup, c'est des filières de prise en charge qui s'arrêtent. Et donc, il faut autant que possible arriver à ce que les hôpitaux de ces 3 territoires, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et Polynésie, arrivent à créer des filières de prise en charge qui permettent d'élargir la gamme des choses qu'ils font ensemble. Et puis bien sûr, il y a toujours, pour le très grand recours, des choses qui seront faites avec la métropole. Mais voilà, en tout cas, on a avancé sur des choses très concrètes pendant 3 jours. Des projets que vous allez porter, bien sûr, au niveau national. Merci beaucoup, Frédéric Valtou. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération des hôpitaux de France et que vous représentez 1000 établissements hospitaliers et 3800 structures médico-sociales. Merci. Merci. Le CET, Centre d'enfouissement technique de Ouapo aux Marquises, a pris feu cet après-midi aux environs de 15h. Des bombes aérosols ou des batteries seraient à l'origine du sinistre selon la commune. Les pompiers ont rapidement maîtrisé l'incendie. Aucun blessé n'est à déplorer.
Nous vous en parlions hier. 51 associations ont été récompensées par FENUAMA. 13 35 400 francs exactement ont été distribués. Ce sont 6 millions de francs de plus qu'en 2020. Une somme qui, je vous rappelle, a été récoltée grâce à une action écolo et solidaire. Le syndicat offrait en effet 1 franc par kilo de déchets recyclables déposés dans le bac vert. Les associations, elles, s'engagent à concrétiser les projets financés par ces dons. Le maire de Mahina exprime sa reconnaissance au micro de James O et Patita Savia. C'est une bonne chose pour remercier les efforts qui sont consentis au quotidien au niveau du mouvement associatif de chaque commune. Donc c'est une manière aussi de responsabiliser nos citoyens, c'est une manière aussi de reconnaissance envers le travail qui est effectué tous les jours. Et puis c'est une manière aussi d'aider à satisfaire un peu les projets, les actions qui mènent tout au long de l'année. Des projets environnementaux essentiellement. C'est de l'or qui vaut cher. La vanille, elle attire la convoitise et les voleurs. À Taha, les agriculteurs en sont victimes, certains depuis déjà 14 ans. À meilleure surveillance, plus de présence des forces de l'ordre, système de production qu'il faudrait changer. Ce sont autant de solutions qui ont été évoquées par les différents acteurs. Mais pour l'heure, aucune ne permet de résoudre leurs difficultés dans l'immédiat. Hitimanaki. 40, c'est le nombre de vaniculteurs présents ce matin venus pour dire leur ras-le-bol suite aux nombreux vols de plants de vanille. Certains d'entre eux subissent depuis 2008 des pertes qui se traduisent par un manque à gagner. 14 ans après, c'est le même constat, mais aujourd'hui, c'est la gendarmerie qui était aux commandes de la Réunion. Pour 3-4 mois, et là on met encore plus de moyens, on soutient des moyens de la brigade en termes d'investigation. Nous on est là aussi pour leur apporter un conseil, comme j'ai dit tout à l'heure lors de la réunion, il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Donc bien sûr il y a tout le volet aussi de protection. Avec les difficultés économiques qu'il y a, les gens forcément cherchent à gagner de l'argent de manière frauduleuse. Alors c'est qu'un début, Voilà, je pense que là on voit les failles du système, que ce soit de l'EPIC, de la loi, par rapport au traitement de la vanille, les failles de la police, les failles des producteurs, des ONA. Donc c'est vraiment un début. Trouver un moyen plus facile à dire qu'à faire, alors ici on se protège avec ce qu'il y a, les chiens. On est plutôt perdu. En fait, on cherche des moyens par nos propres moyens, déjà financiers, et même là au niveau juridique, on nous a donné des solutions, mais concrètement, matériellement, on ne sait pas quoi faire, Parmi les présumés coupables, les préparateurs de vanille qui étaient là pour se défendre. Et non. Avec tous ces vols qui se passent sur Taha, on est accusé directement. Pourquoi? Parce que nous sommes les acheteurs de vanille. C'est un fléau, d'accord, mais ce n'est pas forcément avec nous la vanille volée. Et nous, on n'est pas d'accord qu'on nous accuse. Pourquoi? Aujourd'hui, la vanille s'achète partout, se vend partout. Et puis, il y a même des producteurs qui se vendent entre eux. Toujours est-il que les vols restent un problème au quotidien et que tous espèrent que cela va cesser définitivement. Enfin, pour terminer, de la danse classique, le Polynésien Michael Champs retourne dans l'école où tout a commencé pour lui, le centre André Chan. Au fil des années, il s'oriente vers la danse contemporaine, plus libre selon lui. Et c'est cette liberté qu'il veut faire découvrir aux élèves pour la première fois en tant qu'enseignant de masterclass. Natacha Silagi, Mirko Vanfou. Michael est devenu une étoile. Il n'avait que 14 ans lorsqu'il a quitté Tahiti pour danser à l'Opéra de Paris. À 28 ans, il est de retour chez lui, là où il a fait ses premiers pas sur demi-pointe. Depuis, il a dansé dans les plus grandes compagnies de ballet d'Europe. Il n'y a pas eu beaucoup de jeunes danseurs qui sont partis vers quelque chose de plus européen, classique, contemporain, mais c'est quelque chose qui a tellement d'expérience et qui continue d'évoluer. Et ça m'a beaucoup attiré, en fait, naturellement. Je ne peux pas dire exactement pourquoi est-ce que c'est la danse qui m'a choisi, peut-être, je ne sais pas. Michael a évolué vers le contemporain après avoir décroché très rapidement des premiers rôles de soliste. D'Allemagne jusqu'à Munich, bientôt, le danseur professionnel suscite l'admiration des élèves, ravis d'apprendre avec lui.
j'étais toute petite quand lui il est parti en France, donc je pense que pour tout danseur, devenir un danseur professionnel, c'est un rêve. Et du coup, c'est beau de voir un rêve se réaliser et de pouvoir danser avec ce type de professionnel. Il y a aussi les petits nouveaux, ceux qui n'ont jamais dansé de leur vie et qui ont voulu directement essayer avec un danseur haut niveau. C'est accessible à tout le monde et physiquement, c'est assez surprenant. Michael va continuer son chemin loin d'ici. Il veut surtout s'épanouir et ne pas craindre le mauvais pas. Faire de mon mieux, vivre dans le présent, toujours me confronter à de nouveaux challenges et faire tout ce que je peux pour pouvoir y arriver sans avoir peur d'échouer. Michael espère se faire confiance encore. Jusqu'ici, ça a plutôt bien fonctionné. Les jeunes élèves de Tahiti se souviendront de ces pas de deux. Je vous rappelle l'information principale de cette édition. Les armateurs obtiennent une augmentation de 3,5 à 6% du tarif du fret inter-île. Le dernier taux sera fixé par le pays dans les prochains jours pour être appliqué dès le mois d'octobre. Une hausse de moins de 8% si le gouvernement s'engage à supporter une part du coût du carburant pour les compagnies maritimes qui bénéficient déjà d'un tarif préférentiel grâce au FRPH à 123 francs le litre. Comment aménager les littoraux en les préservant? Réponse demain dans votre émission L'Invité Café avec Olivier Solari, directeur de l'agence Opoa qui assure le suivi et la mise en œuvre du schéma d'aménagement général. À la une de votre quotidien demain, un portrait d'un futur permaculteur. Tahiti Info titre sur cette phrase: quand je sortirai, je commencerai avec la permaculture. Votre soirée sur la première 2 épisodes de la série américaine Elementary, puis en film Président. Cybèle Pléchard prend les commandes de vos journaux télévisés dès demain. Je vous souhaite un très bon week-end, prudence sur les routes. Prenez soin de vous et à lundi. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.